Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-France Lefort. Je suis l'auteure des outils essentiels du parent bénévole, une initiative de parents partenaires en éducation, une série d'outils qui sert essentiellement aux membres des conseils d'école, aussi des comités de participation des parents et à ceux que ça pourrait intéresser comme bénévolat. Alors aujourd'hui, on va parler de communication. On est rendu au module 5 dans nos capsules, c'est les communications au service de la participation des parents. Et on va aborder ça sous l'angle des communications écrites, du travail, de la responsabilité de communiquer qu'ont à la fois les conseils d'école et les comités de participation des parents. Il y a toutes sortes de moyens de communiquer, bien entendu. Peut-être que comme moi, votre première leçon de communication, ça a été le jeu du téléphone. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là qu'on jouait peut-être à l'âge de 4-5 ans, assis en cercle. Alors, quelqu'un qui déposait un message dans l'oreille de son ami et le message continuait comme ça autour d'un cercle. Et puis, la toute dernière personne à recevoir le message devait dire tout haut quel était ce message. Et souvent, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le message initial. Et bien sûr, ce qu'on retient de ça, c'est que plus il y a de communicateurs d'un message, plus le message peut changer au fil du temps. Et donc, sans doute que c'est important de soigner ces communications. Ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est de l'importance d'un message écrit avec un contenu bien pensé, puis aussi qui est diffusé sur une plateforme pertinente pour l'auditoire que l'on vise dans nos communications. Alors, parmi les termes abordés de cette capsule, on retrouve nos responsabilités en matière de communication avec la communauté scolaire, les bons moyens de rejoindre les gens, la préparation du contenu et aussi le côté visuel des choses, le côté communication attrayante qui vont attirer le regard du lecteur. Est-ce qu'il y a des moyens, des outils pour faire ça? Et aussi, comme toujours dans nos modules, on se préoccupe un peu de qui s'en occupe, à qui ça serait pour être la responsabilité de communiquer au sein de nos regroupements. Alors, plongeons dans ce thème. S'il y a une chose que l'on sait, c'est qu'à la création des conseils d'école et aussi à la création du comité de participation des parents, qu'il était important que ça se sache qu'un conseil d'école ou un comité de participation des parents, ça communique. Donc, dans les guides formels, entre autres du ministère de l'Éducation sur les conseils d'école, les CPP, on revient toujours à cette responsabilité de communiquer. À la base, donc, ces organes-là ont été créés pour faciliter la participation des parents. Donc, pour ça, il faut qu'on ait, entre autres, des voies de communication claires avec la direction d'école, le conseil scolaire et les parents de façon générale, et puis que tout ce beau monde-là puisse communiquer entre eux. Même chose pour un CPP. Un CPP communique avec de nombreux partenaires au sein du conseil scolaire, avec les autres CPP aussi ailleurs en province et les informations obtenues ainsi doivent être transmises aussi. Alors, vous voyez, il y a ce lien dynamique où est-ce qu'on a quelque part dans notre rôle une obligation de communiquer. Maintenant, c'est certain que communiquer avec qui, à quelle fréquence, comment, de quelle façon, avec quels mots, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, à laquelle il faut réfléchir, puis c'est peut-être aussi quelque chose à laquelle il faut pour laquelle il faut un peu négocier. Vous vous souvenez peut-être de ce modèle-là qui se retrouve, je pense, dans le tout premier module sur la planification. Puis c'est un thème qui est cher à mon cœur partout dans les modules, c'est l'idée qu'il y a des contraintes dans le travail de parents bénévoles, des règles, des politiques, des consignes, des guides, oui, mais au-delà de ça, si on s'est informé puis si on comprend quelles sont ces contraintes-là,
à l'intérieur, comme dans le cercle ici, il y a une certaine liberté d'action, de création, puis de prise de décision. Alors, le message que je vous laisserai avec ça, c'est quand on réfléchit à comment on veut communiquer, avec qui, pour dire quoi, l'important, c'est de savoir exactement la grosseur de notre cercle du milieu. Quelle est notre liberté d'action, puis qu'est-ce qui sont les règles qui encadrent finalement notre travail de communication. Alors, 3 principes d'une communication efficace en général. Qu'est-ce qu'on devrait viser? Bien, c'est important d'avoir des messages qui sont consistants. Par exemple, disons que vous allez comme conseil d'école décider que vous allez avoir un bulletin mensuel, donc un bulletin une fois par mois. Bien, les gens vont s'attendre à ce que vous ayez un bulletin une fois par mois. Donc, l'important, c'est ça, c'est de rester consistant dans notre façon de communiquer, puis de faire ce qu'on dit qu'on allait faire finalement. La fréquence, c'est important aussi. Si on veut être efficace, si on veut que les gens pensent à nous, si on veut peut-être qu'ils donnent suite à certaines des demandes que l'on fait. Par exemple, peut-être que vous demandez aux gens de venir, de répondre à un sondage ou encore de participer à un événement quelconque. Bien, ça sera important de communiquer, puis de communiquer aussi souvent qu'on le peut, à l'intérieur, bien sûr, des consignes et du cadre que l'on connaît. Spécifique aussi, vous communiquez peut-être pour des raisons différentes. Vous êtes peut-être en train d'organiser un événement de levée de fonds. On va vendre des pâtisseries, donc il faut communiquer avec la communauté scolaire pour leur dire que oui, ça s'en vient, la vente de pâtisseries, mais aussi vous voudrez peut-être aussi communiquer de façon plus informelle avec les bénévoles qui s'en occupent. De la même façon, dans votre rôle, il y a peut-être une nouvelle politique au conseil scolaire, puis on vous demande, le CPP vous demande, conseil d'école, voulez-vous sonder vos parents sur telle nouvelle politique? Alors, quel que soit le but, la raison pour laquelle on communique, on va changer, bien sûr, la nature de notre message. Ça ne paraîtra pas de la même façon, on n'utilisera pas les mêmes mots, ça ne sera peut-être pas à la même fréquence non plus. Alors, savoir qu'une communication efficace, ça prend en compte, bien sûr, la notion de consistance, de fréquence et aussi de ce qu'il y a de spécifique à notre contenu en lien à nos objectifs de communication. Dans le guide, on passe un peu de temps aussi sur la notion d'un plan de communication. Donc, qu'est-ce que c'est un plan de communication? C'est quelque chose qui va prendre en compte les questions suivantes. Qui est notre auditoire ici? De bien cerner, est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est à la fois les parents et les enfants? Est-ce que c'est les parents, mais aussi peut-être les membres de la communauté scolaire de façon plus vaste, qui pourrait inclure, par exemple, les enseignants ou la direction d'école? Qui est dans notre auditoire? Et des questions de contenu, bien entendu. À quoi sert le message? C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on cherche une action en retour? Par exemple, si on invite les gens à un événement, on voudra sans doute qu'ils confirment qu'ils vont être là ou pas. Alors, est-ce qu'on a des mécanismes pour faire ça? Et est-ce qu'on va leur poser la question directement? Bien sûr, il faut en parler. La réponse qu'on va donner, nous, donc si on est dans une dynamique de on demande à quelqu'un de faire quelque chose, la personne le fait, quelle va être notre réponse en retour? Alors, ces choses-là, quelle est exactement la séquence des communications qu'on prévoit? L'autre élément, c'est la personnalité du message, le choix de mots. Est-ce que c'est un message sérieux ou est-ce que c'est un message plus enjoué, amusant, en lien avec le genre d'événement qu'on veut créer? Quelle sorte d'atmosphère on veut créer dans notre message essentiellement? Puis c'est là que rentrent peut-être les questions de couleurs, est-ce qu'on va utiliser des photos, etc. Alors, ce genre de préoccupation-là. Et bien sûr, encore là, la fréquence de nos communications. Alors, selon le message qu'on veut livrer, on pourra décider de est-ce qu'on va communiquer 4 fois dans une semaine ou peut-être 2 fois dans la première semaine, 4 fois dans la deuxième semaine. Vous voyez le genre. Alors, c'est ça, finalement, tout simplement, un plan de communication. Je vous dirais aussi, quand
quand vous avez vos conversations sur l'encadrement des communications avec votre direction d'école, c'est bon peut-être d'avoir réfléchi un petit peu aussi à votre plan de communication. Si vous avez déjà un projet en tête, vous voulez juste vous assurer avec votre direction que tout va bien, c'est quoi votre espace de liberté, où est-ce que la direction veut que vous la consultiez. Alors, c'est bon d'avoir réfléchi un petit peu peut-être à votre plan de communication dans ces circonstances-là. Alors, comment rejoindre les gens que l'on veut rejoindre? C'est vraiment le nerf de la guerre, si on veut. C'est une des premières questions que l'on doit se poser. Est-ce qu'on a des façons de rejoindre les personnes que l'on veut rejoindre, les parents en particulier? Quand on arrive dans un conseil d'école, c'est probablement une question qu'on va poser au tout départ. OK, est-ce qu'il y a une liste des parents? Comment est-ce qu'on y a accès? Quelle règle encadre l'utilisation de cette liste-là? C'est sûr qu'il y a un élément de respect de la vie privée là-dedans. Quelles sont les façons justement de communiquer? Donc, en priorité, encore une fois, s'entendre avec la direction sur les façons de communiquer avec les parents de l'école et la communauté scolaire dans son ensemble. Même chose si vous êtes dans un CPP, il y aura bien sûr des règles qui vont encadrer les communications du CPP, alors de bien savoir quelles sont ces règles-là. Et dans notre module 5, et vous pourrez aller voir pour plus de détails, mais on a quelques idées à vous proposer sur les façons justement de rejoindre les gens que l'on veut rejoindre. Par exemple, vous pourriez identifier des parents contacts dans chaque classe, puis créer une chaîne de communication avec les parents de la classe. Puis ça, c'est généralement, bon, ben, 5e année, 6e année, 3e année, 4e année, il va y avoir peut-être un parent qui va être disponible, responsable, intéressé à justement jouer ce rôle-là. Comme ça, vous n'avez pas à communiquer à tout le monde en même temps, mais vous pouvez communiquer peut-être à, je ne sais pas moi, une dizaine de personnes qui, elles, vont transmettre le message par la suite pour certains types de communication. Alors, c'est certain qu'il y a certains types de communication pour lesquels cette façon-là de faire est très utile. Pour d'autres, bien, ça peut être les médias sociaux offrent toutes sortes de possibilités aussi de ce côté-là. Et on va aller voir ce que ça pourrait être. Ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, les conseils d'école communiquent sur le groupe Facebook de l'école. Donc, la plupart d'entre nous connaissent Facebook. On sait qu'on développe, qu'on doit avoir son propre profil et puis de là qu'on peut se joindre à différents groupes, donc peut-être le groupe Facebook de l'école. Et le groupe Facebook de l'école, c'est un site quand même formel de l'école, donc qui doit représenter l'école. L'école s'en sert, la direction s'en sert pour communiquer des informations. Donc, il y a des choses qui sont offertes de façon bidirectionnelle. La direction peut communiquer certaines choses, certains événements aux parents. Et de la même façon, les parents peuvent savoir que, oh, OK, s'il y a une journée pédagogique, par exemple, puis j'ai quelque chose que je dois savoir par rapport à cette journée pédagogique-là ou un événement, ah, c'est là où je vais aller. Je vais aller sur le site Facebook de l'école. C'est plus facile à transformer généralement un site Facebook qu'un site web, même si votre école a un site web comme tel. Alors, c'est souvent une façon que les écoles ont trouvé de communiquer. Maintenant, encore là, ce n'est pas le seul. Certains conseils facilitent l'établissement de sites web pour les écoles. Donc, il y a d'autres façons. Alors, de voir pour vous si ça, c'est une façon par laquelle vous pourriez, vous aussi, communiquer. Ça pourrait être intéressant pour l'administration aussi parce que, comme conseil d'école, par exemple, vous allez générer du contenu, puis du visuel, puis des choses intéressantes à mettre sur le site web de l'école. Donc, justement, ça pourrait être intéressant de vous créer un espace là-dessus. On n'a pas trouvé beaucoup d'exemples de conseils d'école qui ont leur propre site web. Je soupçonne que ça existe pour avoir vu quelques exemples,
mais ça tend à être surtout des groupes un peu privés. Donc, les gens doivent demander leur présence sur le site Facebook de l'école. Et encore là, c'est une façon intéressante de communiquer, mais les gens doivent le trouver, votre site Facebook, ils doivent s'inscrire, puis là, on entre dans les particularités d'avoir à accepter la personne qui demande l'admission à votre site Facebook. Une chose qu'il faut savoir probablement, c'est que plus il y a de yeux sur votre réseau social, plus le côté formel des communications entre en jeu. Donc ça veut dire vraiment que faut penser à son contenu, faut le prévoir, faut le planifier, faut s'assurer qu'il soit correct, juste, à la fois factuel, mais aussi qu'on ne fasse pas d'erreur de grammaire ou ce genre de choses. Alors, vu le potentiel de perte de yeux qu'il peut y avoir sur ce genre d'outils-là, c'est important de faire quand même attention et planifier ce qu'on va sortir. Beaucoup d'autres regroupements utilisent des moyens plus informels pour communiquer entre eux, d'abord et avant tout. Alors, des messageries comme WhatsApp sont utiles parce qu'on peut partager bien des choses. On peut partager des liens, des photos et bien sûr de l'information à l'intérieur d'un groupe qu'on aura constitué soi-même avec la permission des personnes. Donc, moi, je fais partie d'un conseil d'administration, par exemple, et on communique de cette façon-là via WhatsApp. Et c'est une façon simple de le faire, mais c'est sans doute une façon un peu plus informelle de faire les choses. Dans le guide, on vous offre aussi un exemple de calendrier pour planifier vos communications. Alors, en utilisant, par exemple, l'exemple d'un bulletin mensuel, vous avez le calendrier avec le genre d'activités que vous devez planifier dans votre mois. Par exemple, quelques jours pour générer des idées pour votre bulletin, créer du contenu, aller chercher une approbation avant de sortir votre bulletin, à quel moment vous allez publier votre bulletin, etc. Alors, c'est un bon outil pour dire, OK, il y a différentes activités qui doivent se passer si on sort, par exemple, un document écrit comme un bulletin mensuel. Alors, vous aurez aussi, bien sûr, à décider de choses comme quelle est la plateforme de base pour diffuser notre bulletin. Ici, c'est peut-être le site web de l'école, justement. Une fois sur le site web de l'école, est-ce qu'on va le mettre, par exemple, sur le site Facebook de l'école ou est-ce qu'on va le diffuser au comité de participation des parents du conseil scolaire? Est-ce qu'on a un réseau de parents dans l'école avec lequel on peut communiquer de façon plus large? Alors, encore là, comment on va partager et à quelle fréquence? Donc, dans votre planification, vous pourriez prévoir octobre, décembre, février, avril, juin. Donc, ça, c'est le genre de choses que vous pourriez prévoir. Alors, ce n'est pas compliqué, mais il s'agit quand même de s'asseoir puis de décider quelles vont être vos activités de communication, qu'est-ce que vous pourriez avoir à communiquer dans votre année, puis comment vous allez vous y prendre. Pour ce qui est du contenu maintenant, c'est sûr que c'est toujours un exercice que de s'asseoir et d'écrire quelque chose. Faut penser à la fois au contenu, aux mots qu'on veut employer. Est-ce que ça doit être long, moins long? Est-ce qu'on va mettre des photos? Il y a beaucoup quand même de choses à penser. Ce que je vous offre ici, c'est un petit truc bien, bien simple. Je ne sais pas si vous connaissez les 6 questions du journalisme qui sont essentiellement qui, quoi, pourquoi, quand, où et comment. Alors, on peut imaginer un journaliste qui s'en va faire un topo dans la rue pour parler de la pluie et du beau temps, toutes sortes de choses qu'on peut voir dans ce genre de reportage-là. Vous pouvez utiliser ces questions-là pour bâtir votre contenu. Alors, ici, donc, on a mis qui, quoi, pourquoi, quand. Vous n'avez pas besoin de reprendre ces questions-là, mais pour réfléchir à ce que vous alliez dire, vous pouvez bien sûr y penser. Donc, qui? Alors, vous êtes le conseil d'école de l'école des Moulins à Vent.
vous invitez les parents de l'école à une soirée causerie sur le thème du bénévolat à l'école. Alors ça, c'est qui et quoi? Pourquoi? Toujours important quand vous invitez quelqu'un, bien entendu, leur dire pourquoi est-ce qu'on vous demande d'aller à quelque part, pour faire quoi? On souhaite explorer ensemble les moyens et les besoins en bénévolat à l'école. Alors ça, c'est le but de la rencontre, pourquoi on le fait, quand bien sûr la date et l'heure, ou sur la plateforme Zoom, et comment? Bien, peut-être que sur la plateforme Zoom, vous allez mettre un lien pour vous inscrire. Donc, les personnes qui vont s'inscrire ici, là, dans votre message, vous aurez un lien pour l'inscription, puis pour savoir comment faire pour justement être informé du moment exact et puis pour vous brancher le temps venu. Alors, 6 questions toutes simples. Comme moi, peut-être que vous recevez des tas et des tas d'invitations. Si vous êtes parent bénévole, sans doute que vous avez plein de réseaux, puis on vous invite à des choses, à des webinaires, à des réunions. Prenez le temps de noter combien de fois on oublie un élément ou un autre fondamental de ces 6 questions-là. Moi, ça me surprend toujours à quel moment je vais lire, je dis « Oh, ça m'intéresse, j'ai le goût d'y aller, c'est la semaine prochaine, parfait, comment je fais pour m'inscrire? » Il n'y a pas d'information. Alors là, on est dépité, puis finalement, peut-être on oublie justement d'aller chercher davantage d'informations. Alors, en vous servant des 6 questions du journaliste, vous risquez de ne pas justement oublier de détails importants. Personnaliser nos communications. C'est possible de toutes sortes de façons. Souvent, ça arrive avec peut-être un logo ou un peu de couleur, un peu des photos, par exemple, que vous prendrez assez facilement. Puis peut-être aussi que vous trouverez un gabarit dans les logiciels que vous utilisez tous les jours, que ce soit Word, sur la suite 365 de Microsoft ou des gabarits semblables sur Apple, Mac plutôt, voilà. Alors, voici, donc, personnalisez vos communications. Donc, les gens, vous voyez ici, moi, dans mes fiches PowerPoint, il n'y a pas énormément de couleurs ou de visuels, mais il y a celui-ci. On sait qu'on est dans le module 5, alors la couleur du module 5, c'est vert. Alors, on est aussi dans une petite couleur beige avec du lettrage noir et puis la plupart de nos modules ont ce look-là. Alors, les gens vont reconnaître qu'il s'agit d'une capsule de PPE sur les outils essentiels. Donc, ça peut être aussi simple que ça de créer justement ce look-là qui va faire en sorte qu'on va reconnaître vos communications. Alors, Canva, vous pourrez aller voir dans le guide, c'est une plateforme intéressante pour faire un design de nos communications. Moi, je me sers beaucoup de Pexel aussi. C'est une plateforme où on peut trouver des photos intéressantes qu'on peut chercher selon des thèmes. Alors, puis on peut donner un petit quelque chose pour compenser le ou la photographe ou encore simplement dire merci en envoyant quelque chose sur le fil Twitter de la personne. Alors, ça coûte pas tellement cher et c'est assez facile d'accès. Et bien sûr, vidéo, YouTube, c'est toujours gratuit. C'est pas compliqué. Ici, je ne vous la passerai pas, mais bon, j'ai fait 15 secondes de vidéo pour montrer que même moi, dans mon jardin, je peux faire une vidéo assez rapidement dans l'espace de 5-10 minutes. Et ça ajoute de la couleur, du contenu à ce que vous faites. Alors, ça peut être intéressant de soigner ce côté-là aussi de vos communications. Et voilà. Une question que vous voudrez vous poser certainement, c'est qui s'en occupe? Dans un comité, un conseil d'école, vous êtes peut-être 7, 8, 10, 12 selon les règles dans votre école. Et vous aurez bien sûr à vous partager la tâche pour communiquer. Nous, c'est sûr qu'on préconise que vous nommiez
une responsable des communications bénévoles dans votre groupe. Ça, je pense que ça peut vraiment vous aider que d'avoir quelqu'un dont c'est la responsabilité de réfléchir d'abord et avant tout aux questions de communication. Donc, c'est cette personne-là qui va porter ce chapeau-là. Ça ne veut pas dire toutefois que c'est la personne qui va tout faire. Puis ça, je pense que c'est important si on ne veut pas brûler les gens. Vous pourriez choisir bien sûr une personne qui s'occupe de toutes les communications, donc à la fois du contenu écrit, du visuel, peut-être du partage aussi, ou encore, vous pourriez choisir de responsabiliser trois personnes. Donc peut-être quelqu'un qui va s'occuper du contenu écrit, qui a une belle plume, qui a une facilité pour l'écriture, une deuxième qui s'occupe du contenu visuel, donc de rassembler des photos, par exemple. Et puis une troisième qui va s'occuper de répondre aux questions, qui vérifie les commentaires sur les médias sociaux. Parce que ça aussi, c'est important, vous savez, qui dit médias sociaux, c'est un média qui est interactif. Donc, si on met des choses, on partage des choses, c'est une occasion pour les gens de vous poser des questions, de vous répondre. Et on veut que ce soit aussi sympathique et interactif que possible. Donc, c'est bon que quelqu'un suive un peu ce qui se passe dans vos réseaux sociaux. Quand on a fait, je pense que c'était au mois de mai 2021, on a fait un webinaire sur le module 5, et puis on s'est posé la question, comment est-ce que le virtuel a changé nos pratiques dans les conseils d'école? Puis entre autres, on est peut-être en train de sortir d'une pandémie, d'une période un peu spéciale. Qu'est-ce que la pandémie a changé dans votre façon de communiquer dans votre conseil d'école, dans votre CPP? Est-ce que vous allez conserver des choses dans votre façon de communiquer? Et est-ce que ça a changé votre façon de communiquer justement avec les parents, la communauté scolaire? Et puis, ça a été une discussion vraiment intéressante. Entre autres, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens communiquaient, les conseils scolaires communiquaient de façon plus systématique avec les conseils d'école, qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient offertes aux parents. On a vu des conseils d'école offrir des ateliers pour les parents. Puis bien sûr, les parents jouent un rôle essentiel dans l'éducation de leur enfant pendant toutes les périodes de confinement. Alors, c'était particulièrement utile et important de communiquer avec eux de la meilleure façon possible. Alors, on a créé des fois des Google Drive ou des façons de partager des documents. On a exploré toutes sortes de nouveaux outils virtuels pour les communications. Alors, c'est sûr que dans ces choses-là, même peut-être les choses qui arrivent dans l'adversité ou dans des conditions difficiles, il y a peut-être du bon qui peut en sortir. Moi, on m'a dit, par exemple, qu'on voyait plus de participation des parents dans les réunions de conseil d'école. On voyait plus de parents avec des jeunes enfants parce que, bon, ils étaient à la maison, donc il n'y avait pas besoin de gardienne, il n'y avait pas besoin de se déplacer pour aller aux réunions de conseil d'école. Donc, une plus grande participation des parents parce que c'était disponible en virtuel. Donc, l'idée de conserver peut-être dans les années à venir, même quand ça sera possible de se réunir, peut-être de garder quelques rencontres comme ça où est-ce qu'on va se réunir en virtuel. Donc, c'est sûr que ça, c'est important. D'autres aspects, bien, la communication écrite, quand on se voit moins souvent, est devenu important, la fréquence, la nature des communications. Je sais que parfois, c'est difficile de communiquer parce que tout le monde, bien sûr, communique de façon écrite et virtuelle et dans les médias sociaux et tout ça. Alors, on a tous, je crois, reçu plus de messages et parfois, c'est difficile de se retrouver là, dans tout ça. Alors, bien sûr que le virtuel va changer nos pratiques. Il y a du bon et bien sûr, du moins bon. Mon dernier message pour vous, c'est communiquer, 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 communiquer. C'est votre job. Et personne ne peut vous dire, comme regroupement de parents bénévoles, que ce n'est pas votre job de communiquer avec les parents, ça l'est. Et si c'est le message que vous entendez, vous devez vous asseoir avec les parties concernées, que ce soit
peut-être la direction d'école ou les personnes au conseil scolaire pour discuter de, OK, comment est-ce qu'on doit communiquer avec la communauté scolaire, avec les parents, nous comme organismes comme conseil d'école ou comme comité de participation des parents. Les lois le disent, les règlements le disent, c'est votre responsabilité. Alors, il s'agit d'aménager comme ça le cadre dans lequel vous allez communiquer. Cela dit, une fois que ça c'est réglé, parfois la perfection, c'est l'ennemi du bien. Alors, on veut tellement bien faire les choses qu'on oublie de communiquer. Alors, mon message pour vous, c'est celui-ci, mieux vaut communiquer de façon imparfaite que de ne pas communiquer du tout. C'est compris? Parfait. Alors, bonne communication tout le monde et merci de votre attention dans ce module 5 et à très bientôt. Bye bye.